Bienvenue dans Let's Talk. Chaque semaine, je m'intéresse au parcours de sportifs professionnels, leur personnalité, la construction de leur carrière, leur passion, leur histoire, tout simplement. Et cette semaine, je reçois Mamedy Doumbia. Il y a d'un côté l'ancien sportif de haut niveau, champion du monde de taekwondo 2001, premier noir d'ailleurs à remporter ce titre, et 11 fois champion de France. Et de l'autre, il y a l'artiste, le photographe, le passionné de CrossFit. Bonjour Mamedy, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation et de te prêter au jeu de Let's Talk. Alors on va apprendre un peu à te connaître, qui est ce sportif, cet ancien sportif, ce que tu fais maintenant et tout ça. Mais on va commencer du coup par le début, par ton enfance. En fait, j'ai remarqué que chez les sportifs, c'est fréquent que la passion vienne de quelqu'un de la famille. Et toi, c'est de ton père que t'es venu cette passion. La passion, elle est venue effectivement de mon père à l'âge de 7 ans. Maintenant, j'ai pas commencé forcément comme un passionné à 7 ans. J'ai plus suivi les traces de mon papa à l'entraînement. Et la passion, elle est venue beaucoup plus tard en grandissant. Alors, tu as une relation plutôt fusionnelle avec ton père, ce que j'ai pu lire dans les interviews en préparant cette émission. Et comment il a vécu ton titre de champion du monde? Pour lui, ça a été énorme parce que depuis vraiment mon enfance, il a toujours dit que je deviendrais champion du monde. Lui, il a toujours cru en ce Il est objectif ou tu penses que c'est parce que guillemets. tu étais son enfant Je pense que c'était parce que j'étais son enfant, entre autres. Mais moi, voilà, je voyais ça comme quelque chose de flatteur d'un père à son fils. Mais je ne voyais pas forcément ça comme un objectif que je pouvais atteindre quand j'étais jeune. Et c'est vrai que quand je le suis devenu, il y a eu beaucoup d'émotions. D'ailleurs, c'est la première personne que j'ai appelée pour lui dire que j'ai été champion du monde, parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas toute la technologie d'aujourd'hui avec Internet, les choses qui On vont n'était pas vite. connectés. Voilà, on n'était pas encore aussi connectés. Donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel, parce que même moi, je n'arrivais pas forcément à croire à cette merveille, quoi. Il n'était pas là en plus ce jour-là. Alors d'habitude, il te suivait lors des compétitions. Habituellement, mon père me suit sur toutes les compétitions, mais sauf que là, nous étions en Corée, donc il n'a pas pu nous suivre jusque-là. Il s'est toujours déplacé, on va dire, dans le continent européen, de manière approximative, pour les gros événements. Mais dès qu'on dépasse le continent européen, il reste à la maison, et moi aussi, je préfère qu'il reste à la maison. Et si tu n'avais pas fait carrière dans le sport, tu aurais fait quoi? Si j'avais pas fait carrière dans le sport, Ouais. je sais même pas ce que j'aurais fait. Tu t'es jamais posé la question? Non, parce que j'ai commencé le sport tellement tôt, surtout le taekwondo tellement tôt, que pour moi, ça a toujours été toute ma vie. De mes 7 ans à mes 14 ans, j'étais dans le club de mon père. Derrière, j'ai continué jusqu'à mes 17 ans, et à partir de mes 17 ans, je me suis exilé à Aix-en-Provence pour rentrer en équipe de France. Exilé, j'aime bien ce mot. Oui, exilé, parce que j'étais un Parisien, j'étais toujours chez moi. Donc pour moi, c'était vraiment le grand voyage, quoi. C'était vraiment une certaine indépendance, et aussi, à un moment donné, des prises de responsabilité, parce que je savais que je partais de chez moi, mais c'était pas des vacances. C'était pour réaliser peut-être un rêve que je ne connaissais pas forcément à ce moment-là, parce que je n'avais pas d'objectif vraiment de titre. Mais je savais que j'y allais pour essayer de me construire avec tous les champions que j'ai pu admirer dans les magazines, parce qu'on avait le collectif France à l'époque qui s'entraînait dans le pôle d'Aix-en-Provence. Donc ça a duré à peu près 4 années pour moi là-bas, et ça a été très enrichissant, et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai construit mon titre de champion du monde. Et tes parents t'ont laissé partir facilement, ou parce qu'à 14 ans, laisser son enfant partir à l'autre bout de la France, c'est plutôt compliqué? Alors encore une fois, je parle de mon père parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec mon père, et c'était très fusionnel par rapport à ce sport, mais oui, moi, mon fils, il me dit ça, demain je pars avec lui, quoi. Je prends ma valise et je le suis, je ne le laisse pas partir tout seul. Faut savoir que c'est une opportunité énorme de rejoindre l'équipe de France, c'est quand même quelque chose d'assez symbolique. Moi, je l'ai vu comme une opportunité, mon père aussi, ma mère aussi, et ils étaient très contents que je puisse intégrer le collectif pour pouvoir réaliser potentiellement mes rêves, parce que il
n'y a rien d'écrit. Hein. C'est pas parce qu'on fait partie du collectif que forcément on fera des résultats. Mais derrière, voilà, même si on n'avait pas Internet, on avait quand même le téléphone qui nous permettait de rester en lien et de raconter le quotidien que je vivais à l'époque. Et tu te souviens de la promesse que tu t'étais faite une fois champion du monde? Tu t'en souviens pas? Tu avais dit ne jamais perdre en France. Et du coup, je me suis demandé, mais pourquoi? Est-ce que tu avais peur de décevoir, des critiques? Pourquoi ne jamais perdre en France, c'était ton objectif? Parce que je trouvais que en ayant un titre, en fait, on devient vite la cible en fait de ceux qui nous ont portés au départ. Voilà. Et c'est pour ça que je m'étais dit, je ne veux surtout pas perdre en France. Parce que si je pars à l'étranger, bon, une fois que la compète elle est passée, on passe à autre chose, quoi. On revient en France, voilà. Mais quand on perd en France, c'est différent. J'ai l'impression que c'est très pesant. Voilà, c'est très pesant et c'est pas forcément une bonne atmosphère. Donc voilà, je m'étais fait effectivement cette promesse que j'avais complètement oubliée d'ailleurs. Mais j'étais jeune. C'était pas avec l'état d'esprit d'aujourd'hui. Alors, tu as pris ta retraite en 2016. À quel moment tu t'es dit que c'était le bon moment? Je pense pas que la formule c'était est-ce que c'est le bon moment. Enfin, je pose la question parce que parfois on sent que son corps ou même que les opportunités ne sont plus comme avant. C'était plus une question d'opportunité en fait, par rapport à mon âge et par rapport aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que à partir des années 2000, je suis rentré, on va dire, dans la dynamique olympique. Parce que j'ai été appelé en tant que sparring pour pouvoir préparer les athlètes qui à ce moment-là préparaient les Jeux Olympiques. En 2004, c'est vraiment la première Olympiade, donc les Jeux d'Athènes, où j'ai été, je dirais, un concurrent pour pouvoir représenter la France à ce moment-là. Malheureusement, je n'ai pas pu. Et après, pour moi, ça a été une perpétuelle bagarre pour essayer d'obtenir une sélection pour les Jeux Olympiques. Et je dirais qu'en 2016, c'était la dernière chance d'essayer de pouvoir faire partie de cette... C'était la décision la plus difficile que tu as eu à prendre? Non. Parce qu'on s'imagine qu'après avoir été au niveau, après avoir fait du sport toute sa vie, en fait, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est difficile de raccrocher, de se dire bon, écoute, c'est une page qui se tourne, même si d'autres belles choses peuvent arriver, en fait. En fait, ce qui est difficile, c'est d'avoir l'impression d'abandonner. Voilà. Même s'il n'y a pas d'abandon. Mais c'est d'abandonner parce que pour moi, j'ai pas achevé ce que je souhaitais, finir. Et il y a une espèce d'un goût amer en fait, dans le sens où si j'avais fini avec mon objectif d'aller au jeu, de faire une médaille au jeu, je m'arrête sur ça, je sais que je pars le cœur léger. Là, on finit avec un truc où on se dit finalement ça restera comme ça et pour la vie. Donc c'est vrai que c'est difficile pour ce moment-là, mais là où j'ai beaucoup fait les choses par anticipation, c'est qu'en carrière, je savais déjà que lorsque j'arrêterai le taekwondo, je continuerai sur une autre activité, pas sur le taekwondo. J'estime que quand tu es compétiteur sur une discipline en particulier et qu'on t'enlève la compétition, pour moi, on t'enlève le cœur de ce qui te fait marcher, ce qui te fait fonctionner, ce qui fait que tu évolues, que tu progresses. Et je savais qu'en enlevant la compétition, je ne serais jamais aussi bon que ce que j'ai déjà été. Et je pense que mon niveau aurait régressé, et puis je me serais vu régresser. Et puis, c'est pas mon état d'esprit en fait de me voir dans un truc où je me vois finalement flancher. Donc du coup, je me suis dit, je trouverai une autre discipline dans laquelle j'aurai de nouveaux challenges. C'était pour toi une notion de facilité? Non. Enfin, pour ceux qui restent dans leur milieu, est-ce que pour toi c'est une notion de facilité? C'est pas forcément de la facilité, mais c'est ennuyant. C'est ennuyant. Moi, je suis un challenger, j'ai besoin de challenge. Et rester dans une discipline dans laquelle je m'entraîne seulement, alors que dans cette discipline-là, je m'entraînais
pour des objectifs précis, c'est pas suffisant pour moi. C'est pour ça que je préfère chercher un nouveau challenge dans une discipline qui m'apportera plus de plaisir, plus de passion, avec peut-être après, encore une fois, un esprit compétition. Et du coup, c'est une période en fait que tu as vécue sereinement, on va dire. Parce que quand on est au haut niveau, on a l'habitude d'avoir un planning, un calendrier bien chargé, une journée bien réglée. Et quand tout s'arrête, on tombe pas un peu en rond? Quand tout s'arrête, début, ça en fait tout cas. bizarre. Ouais, ça fait bizarre parce que effectivement, dans le haut niveau, tout est cadré. On fait pas ce qu'on veut. On se présente à l'entraînement comme on se présente au travail. Donc c'est vrai qu'au début, on tourne un petit peu en rond parce qu'on ne sait pas vraiment comment organiser ses journées. On se retrouve dans une certaine liberté, alors qui est quand même appréciable. Parce que quand on est cadré, c'est pas facile tous les jours. Là, on fait ce qu'on veut, mais je suis quelqu'un qui aime les choses bien rangées. En fait, ça me met dans une certaine sérénité de savoir où je vais et de savoir que je suis organisé. Voilà. Quand je suis désorganisé, je suis pas bien. Donc, partir à l'aventure et tout, c'est pas non, non, pas du tout. C'est pas pensable. Non. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Si je vais là-bas, je sais pourquoi j'y vais. J'ai regardé avant par où je vais passer. Je suis pas un aventurier. Je suis un peu comme ça. Voilà. Donc on peut se comprendre. Et pour le coup, ça n'a pas duré très longtemps parce que je me suis un petit peu cherché. J'ai fait un peu de muscu au début, juste histoire de m'entretenir. Ça m'a vite lassé aussi. Et puis, je suis passé par le MMA. J'ai testé le MMA. Après, pour la petite histoire, j'ai eu un accident de moto, donc ça a interrompu ma petite progression. J'en étais à 2 mois de pratique, hein. C'était pas énorme. Donc du coup, j'ai aussi arrêté. Et derrière, je suis tombé sur le CrossFit. Et là, ça a été la drogue. on va en venir justement au CrossFit. Juste, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à Mamedy, 20 ans, qui va être, on va dire, champion du monde en fait? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? En fait, je sais pas parce que je n'aurais pas forcément grand chose à changer aujourd'hui quand je revois mon parcours. Le parcours parfait, il n'existe pas. Si je suis devenu champion du monde, c'est parce qu'avant, j'ai perdu à telle et telle compète, que j'ai dû revoir certaines choses pour justement, peut-être le jour où je suis devenu champion du monde, le devenir. Et tout ce qui est arrivé après aussi fait partie forcément de toute mon expérience avant. Donc j'ai pas, si j'avais l'opportunité de revenir dans mes 20 ans, franchement je dirais fonce. Fonce, te préoccupe pas du reste, fonce. Du coup, tu étais assez bien préparé, en fait, tu savais à quoi t'attendre, t'as pas eu de surprise en arrivant dans ce milieu-là au haut niveau. Il n'y a pas quelque chose que tu aurais aimé savoir? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, aujourd'hui, je me dis que j'étais franchement très mature dans mon état d'esprit quand je suis arrivé en équipe de France, parce que j'avais 10 000 raisons de m'éloigner de l'objectif pour lequel j'étais là-bas. On est à Aix-en-Provence, il fait beau, on a l'impression que c'est l'esprit vacances. Quand on vient de Paris, voilà, c'est le sud, c'est juste génial. Indépendant, j'ai la voiture, j'ai 17 ans. Voilà, j'ai toutes les raisons en fait pour ne pas suivre le bon chemin et partir sur autre chose et puis penser que je suis en vacances. Et pas du tout. Et en fait, ce qui m'a, je pense, beaucoup aidé aussi, c'est le fait de pouvoir m'entraîner avec toutes les personnes que j'ai pu admirer dans les magazines. Là, je les avais à mes côtés, quoi. Et tu leur posais plein de questions et tout ça, ou t'osais pas trop Non, pas forcément. Moi, je suis pas quelqu'un qui pose 50 000 questions. Par contre, j'observe beaucoup. Ouais. Voilà, j'observe beaucoup l'état d'esprit. Et voilà, et en les voyant, je me disais, moi, je veux être comme eux, je veux faire partie de ce cercle-là. Quand on voit des champions, c'est des personnes qu'on admire. Et justement, quand on est dans la même discipline qu'eux et qu'on sent qu'on se rapproche un pas de plus pour rejoindre ce cercle très fermé de champions français, on se dit, là, c'est maintenant qu'il faut bosser, quoi.